Cette semaine, au candidat. Madame Plante à Montréal. Moi, j'ai fait une campagne électorale à la mairie de Montréal. Aucun média en a parlé. Aucun. Pour tous les médias, il y avait 2 candidats. Un nommé Coder, pour si ça vous dit quelque chose, puis une Plante. Ne manquez pas le candidat avec Gilbert Thibodeau. Tous les mardis soirs dès 19h sur mon Facebook et en reprise sur mon YouTube. Alors, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir Jean-Claude. Oui, bonsoir monsieur On Dehir. s'excuse du petit délai, des petits problèmes techniques. Fort heureusement, notre ami André s'est équipé d'un nouvel ordinateur et la semaine prochaine, ça ne devrait plus se présenter ce genre de situation. Bon. Écoute Jean-Claude, des gros développements cette semaine, une décision incroyable, faut le dire, rendue par la Cour supérieure, la juge Claude Dallaire, dans l'affaire de la loi 99. Rappelle-nous donc le titre de la loi 99 au long, la loi sur les prérogatives. La loi sur les droits et prérogatives du peuple et de l'État du Québec. C'est très important. Le titre, là, ça porte. Hein? Ça porte dans l'histoire et ça porte sur des droits fondamentaux. C'est la loi la plus importante de notre histoire. C'est ça que c'est. Alors, comment en est-on arrivé à cette décision? Il faut comprendre que tout ça remonte finalement au rapatriement de la Constitution en 1982. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, en tout cas ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir, et pour les jeunes, ils vont l'apprendre, vous vous souviendrez que lorsque le gouvernement fédéral, suite au référendum de 1980, avait voulu rapatrier la Constitution, il avait entrepris une démarche qui avait été jugée inadéquate par le Québec en particulier et qui, à ce moment-là, on s'était adressé à la Cour suprême et la Cour suprême avait répondu sur le plan de rapatriement de Pierre Elliott Trudeau que c'était peut-être légal, mais que c'était illégitime. Alors, la Constitution de 82 a été adoptée, toute illégitime qu'elle était, et évidemment, le Québec ne l'a pas signée. Donc, à cet égard-là, le Québec, le gouvernement fédéral, la Constitution canadienne est dans l'illégitimité depuis 1982. Ensuite, ce qui s'est passé on a eu le référendum de 1995. Alors, vous comprendrez, vous vous souviendrez aussi que le référendum de 1995, il n'était pas exactement arrivé comme un cheveu sur la soupe. Il y avait eu un certain nombre d'événements qui s'étaient produits. On avait d'abord parlé de rapatrier le Québec dans l'honneur et la dignité. Dans le cadre constitutionnel. Dans le cadre constitutionnel, quand le Mulroney est arrivé au pouvoir après Trudeau. Ça a donné lieu finalement à l'entente du Lac-Meech. L'entente du Lac-Meech a été renversée par les Terre-Neuve et le Manitoba. Et finalement, il y a eu ensuite le référendum de Charlottetown. Et puis, c'est sur cette base-là que finalement, le Québec s'est retrouvé avec l'élection du gouvernement Parizeau devant une nouvelle échéance référendaire en 94-95. Alors, évidemment, moi, j'ai joué un rôle dans cette année-là. Un rôle. Vous étiez celui qui était comme le garant de, disons, la crédibilité économique financière du projet. Donc, vous étiez la cible principale des tirs. Ben oui. Parce que c'est assez sérieux, là. Oui, mais on reviendra là-dessus. Après le référendum, qui a été défait dans les conditions que vous connaissez, sur une marge extrêmement étroite, avec d'un côté des accusations que le gouvernement fédéral avait triché, ce qui était vrai, et de l'autre côté que le gouvernement du Québec avait également triché, ce qui était aussi vrai. Il y a eu
une contestation qui a été entreprise par l'avocat Guy Bertrand, qui, pour des raisons qu'il n'a jamais complètement élucidées, s'était rangé pour les fins de cette affaire-là dans le camp fédéraliste. Et c'est effectivement lui qui a argumenté devant la Cour suprême la question de l'illégalité de la sécession du Québec. Alors, en 97, moi, j'étais après le référendum et j'ai écrit un livre. Pendant que le pourvoi, en tout cas l'avis était demandé, ouais. Le processus judiciaire se déroulait, et puis avant que la décision soit rendue. C'est ça. En fait, mon livre est paru en 97, vous l'avez ici, et vous voyez très clairement que la prochaine étape, le défi de la légitimité. Or, dès 1981, je l'ai dit tout à l'heure, la Cour suprême avait dit « c'est peut-être légal, mais c'est illégitime ». Et moi, j'étais à peu près convaincu, parce que, bon, j'avais eu l'occasion de travailler là-dessus considérablement pendant l'année du référendum en tant que ministre chargé du dossier du référendum, des études sur la restructuration. Et j'avais eu l'occasion de me pencher assez sérieusement sur la question. Et avant même que la Cour suprême rende sa décision, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'effectivement, la démarche du gouvernement du Québec, que la sécession n'était pas possible, n'était pas en droit constitutionnel canadien. Moi, j'avais écrit dans ce livre, page 25, parlant du droit à l'autodétermination. Alors, soulignant que le droit à l'autodétermination reconnu par la communauté internationale s'était appliqué dans les situations coloniales, certains juristes ont exprimé l'opinion qu'il ne pourrait constituer le fondement de la démarche québécoise. Cette distinction est purement sémantique, écrivais-je, car elle équivaudrait à nier le droit de disposer de lui-même à tout peuple qui souhaiterait le faire. S'il ne s'agit pas du droit à l'autodétermination tel qu'on l'a reconnu jusqu'ici, il s'agit d'un autre droit qui lui ressemble comme un jumeau et pour lequel l'exigence de légitimité est sans doute encore plus grande. Il est en effet impensable que la communauté internationale pourrait refuser de reconnaître un nouvel État né de la volonté claire d'une population animée d'un vouloir-vivre collectif et disposant d'un territoire reconnu. Cela équivaudrait à nier à cette population l'exercice de la démocratie. Il apparaît beaucoup plus réaliste de s'en remettre à l'opinion qu'ont exprimée certains sociologues du droit, pour qui la loi est l'expression de la conscience collective d'une population donnée, à plus forte raison quand il s'agit de la Constitution, qui se trouve à être la loi fondamentale d'un pays. Si la conscience collective des Québécois devait évoluer dans le sens d'un rejet majoritaire de la Constitution canadienne, le terrain deviendrait mûr pour qu'ils y substituent une autre Constitution qui constituerait le reflet de leur nouvelle conscience collective. La condition sine qua non de la réussite de leur démarche d'autodétermination serait alors qu'elles respectent toutes les exigences de la légitimité. Alors, c'est exactement la décision à laquelle... En 1997. C'est ça. La décision va suivre. La décision en 98. C'est 1998. La décision de la Cour suprême sur cette question-là tombe en 1998, à la surprise de tout le monde, sauf la mienne, parce que moi, j'avais anticipé cette décision-là. La démarche sécessionniste est jugée constitutionnelle. En vertu du droit interne canadien, la Cour suprême concluait que le Québec disposait du droit de faire sécession à condition que soient remplies certaines exigences de forme, dont celle de négocier de bonne foi, d'avoir tenté de négocier de bonne foi avec le Canada pour disposer des questions relatives à son départ. Dans le cadre des conventions constitutionnelles, c'est-à-dire dans le cadre de la Constitution canadienne, et les conventions, c'est tout ce qui vient autour, que ce sont des façons d'agir non écrites, mais qui sont convenues entre les parties. Alors, à ce moment-là, le gouvernement fédéral, devant cette décision à laquelle il ne s'attendait pas du tout, et c'est pourtant une décision rendue par le juge Lamer, qui est un juriste
très respecté, que j'ai eu l'honneur d'avoir comme professeur, entre autres, et qui était vraiment un éminent juriste, avait rendu la décision. En fait, c'est pas un jugement, c'est un avis consultatif. Donc, Guy Bertrand s'était adressé pour demander la Cour à son avis sur la question de l'égalité de la sécession du Québec. Et la Cour répond très clairement que oui, ce droit existe. Et la Cour répond de façon unanime, c'est-à-dire que le jugement, la décision est rédigée par le juge Lamère. Aucun autre juge n'intervient sur la décision, pas d'expression de dissidence. C'est vraiment un avis unanime de la Cour suprême. Évidemment, ça pèse très lourd et ça crée évidemment un choc immédiat au gouvernement fédéral qui était convaincu du contraire et qui avait basé toute sa stratégie sur, justement, sa confiance que jamais la Cour suprême jugerait légale une telle démarche. Surtout pas en vertu du droit interne canadien. Alors, le gouvernement fédéral, avec Stéphane Dion, qui était le ministre chargé des relations fédérales-provinciales, a immédiatement déposé un projet de loi qui s'est appelé le fameux projet de loi C-20 sur la clarté, et qui crée des exigences plus grandes que celles que prévoyait même la Cour suprême. Et dans ce sens-là, la réaction du Québec, évidemment, ne s'est pas fait sans attendre. C'était encore le gouvernement Bouchard qui était au pouvoir à ce moment-là. Et le gouvernement du Québec a déposé un projet de loi, le projet de loi 99, qui a fait l'objet d'études pendant à peu près 1 an. Et donc, il a été déposé en 2000. Il a été adopté en 2000. Il a été adopté, alors déposé en 1999, adopté en 2000 et sanctionné, sanction royale également, la même année. Alors, il a été adopté sur division. Qu'est-ce que ça veut dire sur division? Ça veut dire tout simplement que seul le parti au pouvoir a finalement voté pour. Il y a eu l'ADQ qui a voté pour. À ce moment-là, l'ADQ était représentée par Mario Dumont. Elle n'avait qu'un seul député, c'était Mario Dumont. Et les libéraux ont voté contre en invoquant le fait que, quant à eux, ils auraient estimé qu'il aurait été préférable que le gouvernement agisse par voie d'une motion unanime de l'Assemblée nationale. Évidemment, dans des termes que le gouvernement du Québec, alors dirigé par le Parti québécois, n'aurait pas pu accepter. Alors, la loi est adoptée. Quelques mois plus tard, elle est immédiatement contestée par le chef du Parti Égalité à l'époque, Keith Henderson. C'est un parti qui était surtout... qui représentait surtout des anglophones de l'ouest du West Island, de l'ouest de l'île de Montréal. Et il entame une action contre la loi 99 pour la faire déclarer inconstitutionnelle, ultra-vires, c'est-à-dire allant au-delà des pouvoirs dont disposait le Québec. Il s'en prend tout particulièrement à la notion de peuple et à la de Québec qu'il conteste, et également à la notion d'État du Québec qu'il conteste. Alors, les choses vont rester dans cet état-là pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'en 2013, le gouvernement fédéral décide d'intervenir dans l'affaire de Keith Henderson et demande à la Cour qu'on accepte ses représentations sur la loi. Le gouvernement fédéral, évidemment, prend fait et cause pour Henderson et demande la déclaration que de la loi 99 soit déclarée inconstitutionnelle. Il y a une réaction immédiate à l'Assemblée nationale. C'est Pauline Marois qui est alors premier ministre. On est en octobre ou en novembre 2013, quelques mois avant les élections de 2014. Philippe Couillard est chef de l'opposition et devant l'énormité de l'affaire, le gouvernement du Québec, du Parti québécois, dépose une motion
pour réaffirmer les principes de la loi 99. La légitimité. La légitimité. Et à ce moment-là, le Parti libéral accepte de voter en faveur de la motion, ce qui fait que la motion a été adoptée à l'unanimité et donc que la légitimité de la loi 99 se trouvait encore renforcée par le fait que la division qui avait existé en 2001 se trouvait effacée par le vote de la motion que faisait maintenant, à ce moment-là, pas plus tôt, le Parti libéral. Alors, on sait que le Parti québécois a été défait en 2014. Les libéraux sont arrivés au pouvoir. La poursuite de Keith Anderson et du gouvernement fédéral faisait son chemin à travers les différentes étapes du processus judiciaire. Et finalement, en 2016, la Société Saint-Jean-Baptiste, craignant que et c'est alarmant plutôt, de la mollesse des représentations du gouvernement du Québec sur la question, du gouvernement Couillard donc, décide d'intervenir. Et en fait, dans le dossier, il demande à être reconnu comme parti, les tribunaux acceptent qu'il soit reconnu comme parti, et donc la décision qui a été rendue par la juge Dallaire la semaine dernière se trouve donc à confirmer les prétentions de la Société Saint-Jean-Baptiste et du gouvernement du Québec, mais renforcée évidemment avec l'argumentaire de la Société Saint-Jean-Baptiste qui réussit là son plus beau coup depuis la fin des années 60, faut pas se le cacher. Donc, un coup de chapeau extraordinaire à la Société Saint-Jean-Baptiste pour avoir compris l'importance de cet enjeu, être intervenu. Et maintenant, on va parler un petit peu du jugement. Jean-Claude, toi, tu as des choses à dire à ce sujet-là. On l'a tous les deux lu. C'est un jugement d'une centaine de pages. Il y a des choses amusantes dedans. La juge emploie un langage qui est relativement familier, ce qui n'est pas du tout l'usage surtout en matière de droit constitutionnel. Mais bon, c'est pour être mieux comprise. Et elle se fait très bien comprendre parce que c'est une spécialiste du droit constitutionnel et elle procède à une analyse exhaustive de la décision qui fait que même le gouvernement fédéral n'est pas en mesure de contester ce jugement-là et donc ne le portera pas en appel. Alors, s'il va en appel, ça sera l'initiative de Keith Anderson. Alors, Jean-Claude, la Cour supérieure dit quoi? D'abord, juste pour dire, Maxime Laporte, pourquoi il est intervenu, puis pourquoi que d'autres dans le mouvement souverainiste auraient dû monter au front comme un seul homme, là, c'est parce que lui, il y a des notions de géopolitique qui lui viennent de M. Sauvé, qui venait faire des cours de géopolitique à la SSJB, puis il a au moins retenu quelques petites choses, dont le fait qu'un État, c'est la clé de tout. Dans notre projet, un État, c'est la souveraineté, c'est un État qui change de statut. Il n'y a pas de pays rêvé qui apparaît le lendemain du grand soir, là. C'est de la connerie. Alors là, on parle des vraies affaires, l'État. Donc, ici, on a une loi où le Québec, après 400 ans d'histoire, d'investissement, de peuplement, arrive à une masse critique pour pouvoir dire « nous sommes un peuple, nous sommes un État ». Et puis, l'inscrit dans une loi, c'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire que le Québec se reconnaît comme un État de juré. Alors ça, c'est très important. Alors, de juré, ça veut dire de droit. C'est ça. Et pourquoi de droit? Parce que c'est directement écrit dans la loi. Et c'est ça. Et ça, c'était le peuple et l'État. C'était l'argumentaire de M. Anderson, savoir que cette loi-là créait des droits nouveaux qui étaient anticonstitutionnel, à savoir qu'il existe un peuple du Québec puis un État du Québec, alors que le Québec, c'est une province. Alors donc, des arguments... La juge a tranché sur la question de savoir si le Québec, c'est un peuple ou pas. C'était pas nécessaire de préciser ça pour disposer du litige. Fait que ça s'était tassé. Concernant l'État, c'est très intéressant parce que là, l'État, c'est... la juge a dit, il y a eu dans d'autres lois antérieures des
libellé de loi où on apparaît l'État du Québec. L'État du Québec. Et donc, elle dit, il n'y a pas personne qui a contesté ça à l'époque. Alors donc, pourquoi que là, ça deviendrait anticonstitutionnel? Alors là, elle arrive avec l'argument, parce que l'État dont on parle là, dans la loi, c'est un E majuscule, oui. OK? Un E majuscule. Et pour les Anglais, un E majuscule, là, ça fait sauter un État, OK? Alors donc, parce que ça, c'est ça, le match depuis très longtemps, là, c'est la négation de la reconnaissance du Québec comme un peuple et un État. Ça, c'est, on va faire tantôt des citations là-dessus, mais c'est ça. Alors donc, elle dispose de ça. Elle dit, bon, ça a déjà apparu dans la loi avant, et puis personne n'a contesté, donc ça pose pas de problème. Et elle dit, dans cette loi-là, l'État en question, c'est pas un État qui demande une reconnaissance à l'international. C'est pas le but de cette loi-là, là. OK? Alors donc, elle dit, ils se définissent dans ce qui devient la base d'une constitution interne de l'État du Québec. Ils se définissent comme un État. Ça pose pas de problème. C'était l'argumentaire d'Anderson. Non, ce qui, de toute façon, est déjà prévu dans la Constitution, était déjà prévu dans la Constitution de 1867. Ben oui. L'article 45 prévoyait... C'était l'argumentaire de... Elle disait, voici ce qu'elle disait, je m'excuse de vous interrompre, mais elle, pour conclure là-dessus, elle disait que l'État, nous sommes dans soit une confédération ou une fédération. Hein? On a déjà un flou là-dessus, mais dans les deux cas, ce sont des États membres. On n'est pas dans un État unitaire, sauf dans la mentalité de Trudeau, avec sa constitution de 82, là où les deux peuples fondateurs disparaissent pour faire apparaître un Canada multiculturel, où nous autres, notre nation française en Amérique, avec ses assises territoriales au Québec, on devient un groupe ethnique. On peut revenir sur les déclarations de Trudeau par rapport au peuple et par rapport à l'État. Vous allez voir, c'est particulièrement méprisant. Écoutez bien ceci. En ce qui concerne la nation, et l'existence d'une nation québécoise. Il dit, les Québécois possèdent, il disait ça dans les années 80, les Québécois possèdent d'immenses richesses, mais génération après génération, ils n'ont pas su exploiter pleinement ces dons à cause de l'aspect rétrograde de leur personnalité culturelle collective. Bon, évidemment, c'est méprisant. Mais en même temps, il faut quand même faut souligner que malgré lui, et malgré son refus, il admet l'existence d'une personnalité culturelle collective des Québécois. Ben oui, mais si c'est pas ça une nation, je me demande ce que c'est. C'est ça, mais là, oui. Bon. C'est ça. Et ensuite, en avril 1994, alors que pointe à l'horizon un deuxième référendum, Trudeau, père, évidemment, il faut le dire, c'est Pierre Elliott, s'était adressé à une soixantaine de membres de la Société royale du Canada, triés sur le volet dans un amphithéâtre de l'Université de Montréal, et il n'avait pas caché son dépit. Voici ce qu'il disait. Les professeurs enseignent le nationalisme dans les écoles. Ils disent à leurs élèves que le Québec est un État, et c'est faux. Le Québec est une province, un canton, un district. Pas plus méprisant que ça. Non, c'est ça. Donc, on voit que, pour eux autres, le fédéral, c'est très important. C'est ça, la Constitution de 82. Il n'y a pas les deux peuples fondateurs. La nation de Québec n'existe pas. Et puis, on est dans le multiculturalisme pour être comme noyé. Et on est dans la proposition de l'acte d'union de 1840 avec donc, une promesse d'assimilation. Une seule nation, la nation, entre guillemets, canadienne. C'est ça. Et... amusant, parce que ces dernières semaines, il s'en est passé des vertes et des pas mûres, alors que le jeune Justin Trudeau avait parlé, avait parlé il y a quand il est arrivé au pouvoir, qu'on était maintenant rendu dans un Canada post-national. Ben oui, c'est ça. Là, il venait de faire apparaître. D'un seul coup, il fait réapparaître la nation canadienne. Hein? Ouais, bon. Avec l'intérêt national. Avec l'intérêt national. Il est coincé. Alors, c'est ça. Mais d'où vient... parce que là, il faut comprendre, parce qu'on a des clés, là. Premièrement,
on y revient souvent là-dessus, savoir le parcours des 40 dernières années du mouvement souverainiste, qui est un mouvement assez idéal, complètement déconnecté des vrais leviers de ce que suppose le projet souverainiste, c'est-à-dire un État qui se développe puis qui établit un rapport de force favorable pour changer son statut avec les vis-à-vis. Alors donc, ils ont quitté cette idée-là de l'État, parce que l'État qui se développait dans la Révolution tranquille, c'est ça la caractéristique de la Révolution tranquille, c'est l'État qui se déploie puis qui agit avec envergure soudainement. C'est d'ailleurs comme ça. à partir de 1962 qu'on entend parler pour la première fois publiquement. Oui, bien, l'État de fait de Jean Lesage. Jean Lesage, il parle de l'État du Québec. Jamais de la province. L'État du Québec, il levait les bras dans les airs. Là, c'était un homme d'État à cause qu'il disait État. Voilà. Sinon, ça aurait été un politicien qu'on n'aurait pas retenu. J'aimerais ajouter une précision, Jean-Claude, parce que tu as passé rapidement sur la question du peuple. Mais il faut quand même comprendre que la loi 99, elle contient un certain nombre de dispositions, 4 ou 5 articles, sur le peuple du Québec. Et le simple fait que l'Assemblée nationale parle du peuple du Québec constitue une reconnaissance déjurée de droit de l'existence de ce peuple. C'est ça. C'est ça. Puis dans la décision, on dit, bon, mais là, il reste à le faire reconnaître à l'international, mais ils ont le droit de se définir comme ils veulent. À l'international, ce qui doit être reconnu, c'est pas le peuple, c'est l'État. Hein? Oui, mais l'État, mais par rapport au droit à l'autodétermination. Puis là, on est dans le cœur de l'affaire parce que c'est le droit à l'autodétermination, c'est la nation, c'est l'État. Alors donc, la différence, parce que grosso modo, là, la différence là, dans le parcours des autres provinces et nous, là, c'est que nous, on arrive à se définir comme un État et les autres ne vont pas faire ça avant un bon moment, OK? Et puis, on les a devancés là-dessus. Et donc, on est en compétition entre deux États, l'État central, l'État fédéral, qui est un État arbitraire, alors que l'État, les provinces sont des États naturels, OK? C'est ça qui se confronte. Et puis, on a la position des fédéralistes de Trudeau, là, qu'ils ont réussi à imposer à tout le Canada, là, c'est que on n'existe pas. C'est une négation d'une réalité géopolitique. On a 400 ans d'histoire sur un territoire. C'est un territoire qui nous donne des moyens de potentiel d'être à peu près le 25e État au monde, puis on n'existe pas. On est dans non-entité. Maxime Laporte a dit ceci. La vérité que l'évidence nous jette... Il n'y a pas de Maxime Laporte, c'est Lionel Groux qui a dit ça. C'est Lionel Groux qui a dit ça? Oui, on part de loin. Maxime a répété ça ces jours derniers. Oui. Alors, il a répété ce que Lionel Groux disait. Ben oui, la vérité que l'évidence nous jette crûment à l'esprit, c'est dans ce pays une volonté implacable de nous éliminer comme nationalité. Ben oui, ça part de 1840, c'est ça. Puis de 1982, c'est ça. Donc, on est dans l'existentiel. Et donc, il y a un parcours. Pourquoi que la juge... parce que dans cette loi-là, il y a des considérants. Il y a autant de considérants que d'articles. C'est une affaire, c'est rare dans un c'est très rare. Loi. Et c'est très important de noter ceci. Parmi les considérants, il y en a un qui concerne le fait que le Québec n'a pas reconnu la Constitution de 1982. Parce qu'il faut comprendre que le fait que ce soit dans le texte, dans la loi, dans les considérants de la loi, est bien plus... à une portée juridique bien plus grande que simplement une déclaration des premiers ministres à l'effet qu'ils ne signeront pas la Constitution. Ça, c'est dans un texte de loi. Ben oui, c'est ça, parce que c'est ça à force de loi. À l'époque, les libéraux, ils ont dit, tout ce que ça nous prend, c'est une motion solennelle, OK? Oui. Alors, l'argumentaire du ministre responsable à l'époque, Joseph Facal, a dit, non, on oppose une loi à une autre loi, au nom du principe d'équivalence en géopolitique. Vous opposez... Puis là, vous faites apparaître les deux États. C'est ça, le match. C'est pas une gang de personnes qui veulent avoir un pays, puis ils rêvent au pays, puis etc. Puis là, vous avez un État qui est membre du G7, puis qui s'oppose. OK? C'est un État, l'État du Québec, qui apparaît, qui se nomme dans l'agir, en fait, et puis qui est un État de fait avec la Révolution tranquille, puis qui est un État de juré, OK? C'est ça qui s'oppose à l'État fédéral. Alors, ce qui est très important dans ce jugement-là, c'est que la juge a dit, voici les assises d'une Constitution.
du Québec. Oui, c'est ce que toi et moi disions depuis déjà 2 ans dans nos interventions sur Point de bascule avant qu'on passe à la télévision d'André. Oui, c'est ça. Mais oui. On avait longuement évoqué justement le fait que la loi 99 constitue le fondement d'une constitution d'un Québec indépendant. C'est comme si on avait dit... Et d'ailleurs, la juge le reconnaît dans son jugement. Ben oui, puis elle dit, ils ont tout le loisir de se définir. Et même que sans même décider sans référendum, le gouvernement du Québec pourrait adopter une constitution qui serait tout à fait la constitution de légale, parce que c'est prévu dans l'article 45. C'est ça. Et donc, l'État du Québec, la constitution de l'État du Québec, à partir du moment où vous faites apparaître ça, là, OK? Ouais. Pour les Anglais, là, les Canadiens anglais, le Québec, il y a une constitution d'État, OK? Moi, je l'ai vu parce que il y a un moment donné, Mme Marois était au pouvoir, puis elle a fait un moment donné une phrase, puis elle a dit « En tant que chef d'État, il fallait que je fasse telle chose, là. » Puis là, la Globe and Mail réagit immédiatement. « Non, le Québec n'est pas un État! » Comprenez une chose, c'est que si vous êtes un État, pour les Anglais, un État, là, c'est statehood. Ça a du pouvoir. Ça, là, c'est un État souverain. Vous n'êtes plus dans la Constitution. Et puis, il y avait des aspects de ce jugement-là, c'est que à partir du moment où l'article 1.2, où ce que le peuple est souverain dans sa décision, ben oui. OK? Le peuple est souverain dans sa décision. Alors qu'en droit britannique, c'est pas le peuple qui est souverain. C'est pas le peuple qui est souverain. C'est la reine on est sujet de la reine. Et là, ça aurait été l'argument pour faire dérailler complètement la loi 99. Mais imaginez-vous, essayez de patiner là-dessus, là, sur la légitimité de venir dire vous êtes des sujets, là. Voyez, imaginez, là, mettez-vous là, dans la situation suivante. D'abord, le fait de se faire dire qu'on est des sujets et non pas des personnes dotées de la faculté de décider eux-mêmes de leur propre avenir. Hein? On n'est pas des citoyens. On n'est pas des citoyens, là. Liés à un État, non. On est des sujets. Ça, déjà, en partant, ça passerait plutôt mal s'il fallait les que ce soit débattu couronne. sur... On est des sujets sur la terre de la couronne. C'est ça. C'est ça que c'est. Bon. Alors... C'est ça, la réalité constitutionnelle. Canadienne. Ils n'ont pas voulu la plaider. Ils n'ont pas voulu la plaider parce qu'elle est indéfendable. Puis de toute façon, elle ne correspond plus à la réalité. Non, mais attention, c'est la réalité. Non, attends. C'est la réalité. C'est que la réalité aurait été révélée. C'est ça. Et puis on ne veut pas, surtout pas, que les Québécois comprennent qu'ils sont des sujets. Et pourtant, tu sais, jusqu'à 1968, je m'en souviens, parce que j'ai gardé mon passeport de l'époque. Quand j'avais été étudié en Europe, j'avais un passeport canadien sur lequel il était écrit très clairement que j'étais un sujet britannique et que, advenant le cas où j'étais mal pris et qu'il n'y avait pas de consulat canadien, je devais me précipiter au consulat britannique pour obtenir de l'assistance. Ouais. OK? Alors, c'est des choses, là, on ne retrouve plus ça. Regardez votre passeport aujourd'hui, il n'y a plus mention de ça. C'est pas ça. Il s'est passé quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, le Canada était encore dans l'Empire britannique, dans le Commonwealth, OK, britannique, et il a fallu, pour que cette chose-là change, que la reine d'Angleterre devienne également reine du Canada, ce qui s'est fait à l'occasion de la Constitution de 1982, du rapatriement de la Constitution. La reine devient, en 1982, non plus la reine des Anglais, mais la reine du Canada. Donc, là, comment dirais-je, on demeure quand même des sujets de la reine, de Sa Majesté, du chef du Canada, comme on dit en droit. Le chef d'État du Canada, c'est pas le premier ministre, là. Non. Demandez ça aux gens, là. Le chef d'État du Canada, c'est qui? Ils vont dire c'est Trudeau. Non, c'est pas Trudeau. C'est la reine. Ouais.
C'est son représentant. Oui, c'est ça que c'est. Le gouverneur général. C'est ça que c'est. Bon. Alors donc, mais c'est juste symbolique. Non, mais c'est ce qu'on appelle des c'est symbolique. Essayez de l'enlever pour le fun. Des restants de colonialisme. C'est ça. Par rapport, on revient à la Constitution du Québec qui doit être faite le plus tôt possible et rapidement. Et c'est la Constitution de l'État du Québec. Et dans cette Constitution-là, on a dans la loi 99 concernant le statut du français, on a à l'article 8, le statut du français, c'est la langue officielle. Il faut changer ça. Oui, il faut changer ça parce que vous avez le dernier épisode avec le barreau qui veut faire annuler toutes les lois. Là, c'est ça. On va parler de ça tout à l'heure parce qu'il faut tout mêler. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, l'article 8. Modifier l'article 8 sur le statut du français, parce que là, on nous dit, le tribunal, que l'État du Québec existe de juré. Alors, si ça existe de juré, l'article 8 concernant le statut du français, c'est que le français est une langue d'État. C'est ça. OK? Alors, une langue d'État, le monde va se dire, oui, mais c'est peut-être juste sémantique. Non. Non, c'est pas sémantique. Non. Quand vous êtes dans le cadre d'un État, vous n'êtes pas dans le cadre d'une municipalité, là. Puis une langue officielle sur un territoire, il peut en avoir beaucoup. Mais une langue d'État, il y en a une. Juste une. Alors, ça règle bien des problèmes. Beaucoup de problèmes. Alors là, finalement, on a... C'est une suggestion qu'on fait. Avec la décision de la juge Dallaire, on a de quoi remettre sur les rails le projet indépendantiste. Exact. Et en partant de la Constitution qu'on est en mesure d'adopter. Clax. Rapido. Voilà. Rapido. Rapido. On part non plus sur à la base d'un pays rêvé, mais d'un État qui existe et qui est en voie de se définir. Ah oui, puis c'est ça, c'est pas très important. C'est comme si vous voulez, vous avez acheté un terrain, vous avez les titres du terrain, etc., puis là, vous pouvez bâtir, là, et on vous a dit que vous étiez en titre sur le terrain. Bon, OK, parfait, on peut bâtir. Eh bien, c'est ça. Alors, il n'y a rien, on est dans un contexte historique, OK? Tantôt, je disais que la loi 99, si le Parti québécois n'est pas au pouvoir, il n'y a pas de loi 99. C'est bien important de comprendre ça. C'est pas les libéraux qui auraient fait cette loi. Non, certainement. Non. Ça, on s'entend là-dessus. Ils auraient fait le petite motion peut-être, mais pas plus. Donc, l'État se définit ici. Et donc, c'est dans le mouvement souverainiste la seule fois où ils vont lâcher le pays imaginaire pour revenir à l'État. OK? Ils se disent, on vient de se faire attaquer par l'État fédéral. Qu'est-ce qu'on a pour répondre? Bien là, des sparages puis des crises de nerfs de Lucien Bouchard, ou peu importe, ça n'a aucune portée. OK? Alors là, Facal, il n'est pas provincialisé, ce gars-là. Hein? Non. C'est un gars qui n'a pas été formaté par le provincialisme, de par son histoire. OK? Et donc, lui, il dit, OK, parfait, État. Alors, donc, c'est l'État du Québec qui répond. Là, on vient à Oui, parce qu'il faut tu vas vite, là, mais Joseph Facal était le ministre responsable de l'adoption de la loi. C'est ça. Puis il faut regarder ses déclarations. C'est super brillant. C'est ça. C'est super. Là, on sort du provincialisme. Là, on rentre dans les affaires d'État. Parce que, depuis le début, changer le statut de l'État du Québec, c'est une affaire d'État. C'est pas compliqué. Ils n'en ont pas fait une affaire d'État. Ils en ont fait une affaire de psychologie. D'ailleurs, les mots même que tu emploies nous mettent sur la piste. Parce que tu parles de statut. Oui. OK? Il faut comprendre que le mot statut puis le mot État ont la même étymologie. Ben oui. Exactement. Ce qui est. Ça vient du latin status, ce qui est. Ce qui est. Bien, c'est ça qu'a dit aussi dans le jugement. C'est puis ça. Dans les considérants là, de la loi, ils disent oui, voici notre histoire après tant d'années, On est ça. OK? C'est une somme. C'est une somme. Alors donc, là, on a un cadre où ce qu'on se fait dire, la souveraineté, c'est une somme. C'est pas un soir. Alors, tu comprends que le jugement en question constitue une emmerde épouvantable pour, bien sûr, le gouvernement fédéral qui voit remonter le spectre de l'indépendance. Bien, écoutez, bien pour le vrai, là. Pour de vrai. Puis vrai, sur des bases solides, là. Oui, non, c'est vrai. Là, c'est la seule base. OK? Donc, c'est la seule base, là. Possible. Ben ensuite, deuxièmement, pour il n'y a pas juste l'État, il y a les anglophones là, du Québec qui voient d'un seul coup que l'espoir qu'ils fondaient sur
l'illégalité de la loi 99 vient de s'envoler et donc que leur statut est pas mal plus précaire qu'ils ne le pensaient. Ouais. Et ensuite, même si la loi 99 leur donne des garanties qui sont c'est ça. Très, très claires, OK, mais malgré tout, ils réalisent que la situation peut changer. Le statut peut changer. C'est-à-dire que les moyens qu'ils avaient de parer à, ils en ont moins. Ils en ont beaucoup moins. Et donc, une dynamique politique partirait dans ce sens-là. Puis ensuite, tous les fédéralistes là, sont un petit peu inquiets par ce jugement-là, dans la mesure où, par exemple, la possibilité que le Québec signe la Constitution de 1982, si la loi 99 est validée, elle devient pas mal plus mince compte tenu de ce qui est dans la loi 99. Et que si le Québec veut, un gouvernement libéral voulait modifier ce statut-là, il serait obligé de consulter la population, le peuple, OK? Et par voie de consultation populaire, il ne pourrait pas signer tout simplement sur le coin d'un carton de cigarette là, la Constitution pour faire plaisir à Ottawa. Ouais, c'est ce qu'il aurait souhaité. C'est ce que Couillard pensait pouvoir faire. Dans son élection. Mais là, il est quoi? Tu sais, ça, non, mais là, il ne peut pas toucher. Il cherche plutôt à peser sur à jouer au coq face à Ottawa pour se donner un peu de posture bleu poudre. Là, parce qu'à 16% chez les francophones, il est mieux de toucher quelques boutons. Là, oui. Réveiller. Alors, il est pris finalement, parce que la loi 99, et puis on voit de façon comment on est passé de la question de la... Il faut se souvenir de moi. Moi, je m'en souviens, bien sûr, parce que... Puis toi aussi, tu t'en souviens. On a l'âge qu'il faut pour s'en souvenir. Des débats constitutionnels qu'il y a eu pendant les années 60 et 70, et même 80, OK? Et même 90. Et on a vécu, finalement, la situation où le Québec s'est fait d'abord à tenter d'émerger avec Jean Lesage, maître chez nous, l'État du Québec. Elle le mentionne d'ailleurs deux fois dans son jugement. Ben oui, elle dit ils se définissent. Voilà. Ils veulent être maîtres chez eux, donc ils se définissent. Alors, c'est très intéressant. On voit ça. On voit comment Trudeau, lui, a tenté de casser ça. On voit comment la Cour suprême est venue à la rescousse du Québec en 1982 en introduisant la notion de légitimité. On voit comment la Cour suprême a donné un autre coup de poing sur la tête du gouvernement fédéral en 1998, avec sa décision sur la sécession. Et maintenant, avec la loi 99, il y a eu un relent de la part du Québec d'affirmation, et une affirmation qui est confirmée par la décision de la juge Dallaire maintenant. Alors, c'est quand même assez incroyable de voir ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette question-là est complètement évacuée des médias. À part les quelques entrevues qui ont été faites dans les jours qui ont immédiatement suivi, je veux dire, depuis une semaine, là, vous n'avez pas un seul éditorial sur la question, rien, pas d'entrevue, alors que c'est quelque chose de fondamental. C'est un jugement historique sur une loi qui est la loi la plus importante de notre histoire, parce que c'est sur la base de cette loi-là qu'on a un droit démocratique à faire un choix sur notre destin politique. Et le plus extraordinaire, par-dessus ça, c'est que le gouvernement fédéral a décidé de ne pas porter cette décision-là en appel. Mais non, le motif, ça serait qu'on ait des sujets britanniques. Ça serait le fun. Ça serait, hein? Ça foutrait le... Non, là, ça... OK. Non. Alors, mais Anderson peut le faire. Oui, mais les autres, ils veulent en atténuer la portée. Et d'ailleurs, dans la décision, cette loi-là, 99, elle a été écrite, finalement, quand on voit les 600 paragraphes où chaque article de la loi, il y en a 15 dans la loi 99, est analysé en long et en large, perspective historique dessus l'article, etc., etc., eh bien, on voit qu'elle a été écrite, vraiment, c'était brillant, là, comment elle a été écrite, pour passer dans la porte.
constitutionnelle canadienne. Parce qu'on n'a pas besoin de s'assassiner qu'eux autres. Non. On n'a pas besoin de s'assassiner qu'eux autres. Oui, votre convention, on est d'accord, c'est parfait. Mais nous, on est un État puis un peuple, puis on est souverain dans nos choix. Merci, bonjour. C'est tout. C'est notre constitution interne. Alors donc, c'est ça. Alors, c'était très, très, très habile. Ils ont venu une fois dans leur histoire, 40 ans. Puis là, on parle de tout le mouvement, là. Ils sont revenus aux affaires d'État, puis ils l'ont fait vraiment avec une grande rigueur. Puis on voit que la portée de ça, maintenant, avec la décision du tribunal. Bon. Alors, écoutez, on a encore à parler, sur le plan de l'actualité nationale, de cette fameuse décision des barreaux de Montréal, du Québec et de Montréal, de contester la légalité, imaginez pas rien, la constitutionnalité de toutes les lois québécoises au prétexte que ça ne répondrait pas aux exigences, leur adoption n'avait pas répondu aux exigences de la Constitution en ce qui concerne l'utilisation de l'anglais, du français et de l'anglais. Alors, c'est énorme là, comme décision, comme initiative de la part du barreau. Question qui se pose et à laquelle moi j'ai cherché des réponses immédiatement dans un article qui est apparu sur Vigile. C'est un instant, là. L'article en question, le titre, c'est J'ai honte. Oui, j'ai honte. J'ai honte du barreau parce que moi qui ai appartenu au barreau pendant 35 ans, OK, j'ai quand même acquis le droit de pouvoir me sentir vous avez contribué interpellé. Un peu à la caisse. J'ai contribué pas mal à la caisse. OK? Et quand je vois le barreau prendre une décision pareille qui est à l'avantage uniquement là, des anglophones, je me dis, qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas sa mission. Sa mission est de représenter toute la collectivité québécoise, pas de choisir un groupe plutôt qu'un autre et favoriser un groupe au détriment d'un autre. OK? Alors, déjà, ça pose cette question-là. Ensuite, ça pose la question de quelle est la mission du barreau? Est-ce que ça rentre dans sa mission? En vérifiant quel était le texte de sa mission, il est là pour défendre, pour faire la promotion de la suprématie du droit. Ben, est-ce que de contester les lois, c'est promouvoir la suprématie du droit? Non. Non, mais c'est parce que en contestant toute la légalité de toutes les lois, parce qu'il n'y a pas eu une traduction égale en français et en anglais en même temps, OK? OK? À ce moment-là, leur propre institution, eux autres, c'est quoi le fondement juridique du barreau? Ben, c'est exactement. Bon, ils se remettent en cause eux-mêmes. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas la juridiction pour se remettre en cause eux-mêmes. C'est complètement ridicule. C'est tellement ridicule. Mais alors, il y a des réactions, évidemment. Des réactions. Non, mais ça va. Bon, un premier sondage fait par Droit Inc., là, qui est une espèce de publication Internet à laquelle sont abonnés tous les avocats, montre qu'un sondage effectué dans la foulée de cette décision-là montre que 80% des avocats, 80%, une grosse majorité, sont contre la décision des deux barreaux. Et bon, à travers quelques consultations que j'ai faites, moi, dans les milieux de la profession, j'ai appris qu'une contestation plus structurée est en train de s'organiser et qu'effectivement, le barreau ne s'en sortira pas facilement avec celle-là. Il va être obligé de revenir sur ses pas, comme d'ailleurs le suggère un article dans Le Devoir de samedi dernier, signé par une vingtaine de juristes. Oui, mais cet organisme-là, c'est un organisme qui est contrôlé depuis tellement longtemps. On a vu, à un moment donné, une candidate se présenter pour être bâtonnière, etc., pour changer cette culture-là. Et puis, elle s'est fait tirer dessus de tous les angles. Il y a même des dossiers confidentiels, scellés judiciaires, qui ont été coulés pour y faire du tort. Pour se débarrasser d'elle. Ben oui, c'est ça. Donc, mais là, ils vont revenir, là. Parce qu'elle menaçait... Ils vont revenir avec une élection sur le bâtonnier ou la bâtonnière. Mais là, regarde, réveillez-vous, parce que ça, ce que ça révèle, c'est qu'on a abandonné le contrôle de nos institutions. D'une façon générale, là, on est partis, nous autres, on rêve, puis on baboune, puis... mais concrètement, là, contrôler les institutions,
contrôlé ce barreau-là par du monde qui sont les avocats des régions, etc. Pas juste les gros cabinets de Montréal, là. Et puis donc, ça changerait toute la culture au complet. Parce qu'eux autres, ils sont plus ou moins complices du régime, là. C'est cet univers-là. Là. Alors, la situation à laquelle on est confronté, là, c'est qu'on voit à quel point certaines élites, autoproclamées, hein, parce que... Ben oui, mais on les laisse faire. On les laisse prendre le contrôle. On les a laissés faire. Elles ont pris le contrôle et elles agissent au détriment de l'intérêt collectif. Ben oui, c'est ça. Alors, ça, c'est rendu grave. Ben non, mais et voilà une raison là, qui n'est de plus pour dire qu'il est temps de sonner la fin de la récréation et de reprendre le contrôle de nos affaires. C'est ça. Il y a aussi, sur le même thème, Desjardins, il y a des gens qui se sont dit, regarde, comment se fait Desjardins investit dans les pipelines, le pétrole, etc. Kinder Morgan. OK, wow, minute, là. D'un seul coup, il y a une fronde. C'est toutes des choses qui n'arriveraient pas si le monde était alerte puis qu'il disait, non, nos institutions, on les contrôle puis on les laisse pas aux mains de ces réseaux-là. Et puis ça nous amène naturellement la perspective de l'élection. À quelle heure qu'on est rendu? On est-tu rendu dans l'international? Non, mais comme on a commencé avec un peu de retard, on étire un peu. On étire un peu, OK, parfait. Non, c'est juste pour vous dire que la première institution de toutes les institutions, c'est celle de l'État du Québec. Puis, regarde, ça fait 15 ans qu'on l'a laissé en prise. Alors, un autre exemple, une autre illustration, évidemment, c'est ce qui se passe avec l'UPAC ces jours-ci. Hein? Alors, vas-y, raconte. Non, l'UPAC. Écoutez, depuis 7 ans qu'il y a eu dénonciation publique, savoir sur la crédibilité de Robert Lafrenière. On ne dit pas que rien, on fait juste dire ça a été dénoncé. Oui. Puis, lui-même a fait des choses qui permettent de mettre en doute sa crédibilité, puis écoutez, ça n'a pas d'allure. Là. Quand il a dit l'an dernier qu'il ne ferait jamais d'intervention dans un contexte électoral, il ne pouvait pas dire ça. Ben non. Puis là, il pense qu'il a corrigé la situation, mais en même temps, il dit on interviendrait pendant l'élection, mais juste si on pense que la personne pourrait fuir ou il pourrait y avoir de la perte de la preuve. Oh, vous avez affaire à des notables. Ils vont pas fuir. Non. OK? Puis ils ont trop d'attaches. Les saisies, OK? Les saisies sont faites. Les documents, dans le code de Machuré depuis 2013, les saisies sont faites. Dans le code de la Société immobilière du Québec, là où ce qu'on voit les comptes de banque, les croisements d'argent, etc., tout le monde... Ça, c'est fait depuis 2011, là, etc., etc. Regardez, OK? Alors donc, puis aujourd'hui, Stéphane Bergeron était au micro de Paul Larcan, puis il a fait des remarques. Lui, il a eu des informations qu'il ne peut pas dire, mais qui lui permettent de s'avancer assez loin pour dire on a un problème sérieux avec Lafrenière. Un problème sérieux de crédibilité. Puis, écoutez... Mais il y a quand même des choses qu'il a dites, Lafrenière, en comparaissant en commission parlementaire hier ou aujourd'hui. Il a dit on a 4 dossiers qui ont été remis au directeur des poursuites criminelles et pénales et on attend sa décision pour savoir si, oui ou non, des poursuites vont être intentées. Ouais, c'est ça, il y en a les 4 gros dossiers. Là. C'est 4. Alors allons savoir lesquels, par exemple. Ouais, c'est ça. Puis comment ils sont placés, etc. Puis on a vu que à l'intérieur, quand il y a eu une dénonciation en 2011, OK? Là, c'était, un one-shot, on peut dire. Mais à un moment donné, quand la prise arrive, et puis là, il y avait un mandat qui concerne la mandat de perquisition qui finalement a ouvert l'enquête Machuré. Ce mandat-là, il dormait dans un tiroir. Alors donc, la prise, ça se réactive. Puis ce mandat-là, il est activé. Ils vont faire les saisies, etc., etc. Bon, ça mène au dossier que Machuré, puis après ça. Mais quand le Parti libéral revient au pouvoir, c'est sûr que la prise prend le bord. Alors, oui. Puis là, c'est de voir aujourd'hui Lafrenière. Denis Lessard. Denis Lessard, qu'est-ce qu'il a dit? Dans la presse. C'est incroyable. Là, il revient sur la comparution
Lafrenière devant la commission parlementaire. Et puis, il dit, la situation s'est quand même rétablie. Parce qu'il faut se rappeler que quand ça allait mal, en fait, les policiers étaient en contestation de leurs conditions de travail. Et puis, c'est toujours pareil. Quand la police conteste, il y a des fuites, il y a ci, il y a ça. Il essayait de réduire tout ça à une simple question de climat de relations de travail à cause d'un conflit syndical. Ouais. C'est ce qui s'appelle prendre des enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Oui, parce qu'il y en a un qui s'est fait mettre à la porte, s'appelle M. Despatie. Oui. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui arrive puis qui vient pour porter une plainte, pour faire une enquête, tout ça. Puis apparemment, il aurait dit, gars, oublie ça, il n'y arrivera rien ici, va-t'en plutôt dans les médias. Et donc, il y a un moment donné où, dans 2014, 2015, 2016, etc., le monde, à l'intérieur, savent qu'il y a du blocage et donc ils décident qu'ils perdent tout espoir que les dossiers vont s'en aller à la cour puis la justice va suivre son cours, OK? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Coulent les dossiers. Et là, c'est ça qu'on arrive, qui explique qu'on a eu le dossier mâchuré avec la fiche de police de Charest, puis Bibo, oui. On attend le numéro, OK? C'est ça. Puis que l'autre, l'affaire sur l'enquête de la société immobilière, puis tout ça. Puis on apprend que ce dossier-là, société immobilière, les gens du Parti libéral qui avaient vendu les édifices, puis c'est peut-être pas payé des commissions, etc. Et puis donc, là, ce dossier-là était prêt pour la commission Charbonneau. Mm-hmm. OK? Mais il n'a pas été accepté, à cause des enquêteurs. Les enquêteurs. Mais qui avait nommé les enquêteurs à la commission Charbonneau? Mais c'était Lafrenière. Bon. Et avec le... Non, mais si ce dossier-là de la société immobilière avait sorti à la commission Charbonneau, plutôt que d'avoir Rambo Gauthier avec son histoire de « je parle fort sur les sentiers », ça n'a pas d'allure pour une commission d'enquête. Voyons, non, sacre. Hey, wow! C'est ce qui s'appelle détourner l'attention. Ben, c'est évident. La soupe, t'as-tu chaude, t'as-tu frette? Ah, tabarnak! Wow, 50 millions plus tard. Bon. On était dans le genre. Jean-Claude. OK, non, mais c'est la commission Charest-Charbonneau. Oui, okay? Oui, on se comprend. À partir des nominations, tout autour qui est le mandat. OK? On est rendu où, là? On est rendu... il nous reste encore à traiter de... De qui? Oui. On en règle un autre. Non, la CAQ. Et puis, The Economist. Ah! Hein? On va vous dire quelque chose. OK. Finalement, The Economist, c'est un magazine... La mondialisation néolibérale, là, OK, ça, c'est un peu ce magazine-là qui est en avance. C'est une grande voie pour faire cette promotion-là sur la planète. Il y a 2 éditeurs qui ont publié un livre à un moment donné qui s'appelait « The Fourth Revolution », la 4e révolution. Oui. Alors, pourquoi la 4e révolution? Parce qu'ils trouvaient que Thatcher et Reagan avaient fait la 3e révolution et demie et qu'ils n'avaient pas fait... il n'a pas été assez loin, finalement. Monsieur Micklethwaite. Bon, c'est ça. Alors lui, l'autre, les deux, ils ont écrit ce livre-là. Et puis, ce livre-là, on apprend par Alex Robitaille que c'était devenu la Bible de Couillard au moment où il est élu. Il avait brandi devant un parterre de fonctionnaires. Puis la Bible, c'est The Fourth Revolution, c'est ça l'affaire, OK? Et puis... Quand il est allé à Davos, je pense que ça fait 2 ans, et puis là, il avait fait un détour par Londres, il a débarqué, puis il a été rencontré les 2 auteurs, éditeurs. Et donc, le fait que The Economist, regarde, le Québec, là, The Economist... Non, mais de toute façon, c'est connu. The Economist, là, c'est pas compliqué, c'est direct dans la poche de l'ordre mondial. Là. Ben oui, c'est ça. Alors, qui viennent s'occuper de des la néolibéraux, etc. Bon. D'abord... Puis, ils sont il faut se souvenir, tu t'en souviens pas, mais moi, je m'en souviens parce que j'étais là. Oui, en 1995. Ils sont intervenus également pendant la campagne référendaire. Oui, mais ça, c'était... Je les avais rencontrés, moi. Ils étaient venus. Oui. Okay. Ça s'explique. Mais ils décident, eux autres, là, la grosse... Ça s'explique. Mais qui décident de s'occuper de la CAQ. Imagine-toi qu'ils étaient... de la CAQ au Québec. Ils étaient en train de me faire la leçon. Oui, je comprends ça, mais regardez, monsieur, la CAQ au Québec,
Oui. OK? On n'est pas... Le Puis, Québec non va se seulement- séparer du Canada. Là, ils peuvent se dire, oui, il se parce passe qu'ils- de quoi? oui, mais ils voient les Et sondages la eux aussi. CAQ. Là, puis on leur a dit, les libéraux leur ont dit, parce que c'est les amis des libéraux. Non, Les libéraux leur ont C'est plus dit... que des amis. Ils sont liés. Bon, C'est lié. c'est la même gang. OK? Ils les ont rencontrés. Oui. Ce qu'on vous dit, c'est que Couillard les a rencontrés. Et donc, à partir d'un coup de téléphone, occupez-vous de la CAQ, parce que eux autres, la CAQ, ça n'existe pas. Parce que la CAQ, savez-vous, si vous regardez le programme de la CAQ, là, ben, The Fourth Revolution, là, ça danse ensemble, il n'y a pas de problème. Non. OK? Alors donc, c'est pas sur le point idéologique. Non, il C'est- considère que c'est Il leur trouve des poux sur quoi? l'accusation d'être un parti populiste. Et ils disent comment dirais-je, de Legault, exactement ce qu'ils disent de Marine Le Pen. C'est ça, c'est ça. Donc, ils sont en mission, ils sont pas... Pour discréditer dans l'opinion publique québécoise, pour venir aider c'est ça. Philippe Couillard, qui est un ami et une connaissance personnelle. Alors, de là à penser qu'il y a peut-être eu un coup de téléphone d'économiste, peux-tu me faire un papier là-dessus? Combien? Budget? Bon, OK. C'est ça qui arrive. Ben oui, c'est OK, c'est ça qui arrive. Le monde a passé à côté de l'histoire. Ben oui. Hein? C'est ça. Mais moi, je l'ai lu, The Fourth Revolution. Moi aussi. OK? C'est vrai. OK. Ça veut dire... Bon, alors, on a affaire évidemment à des gens de la même gang. Alors, écoute, maintenant, on peut passer à... Affaire des complices. Oui, c'est ça. OK? Voilà, c'est quoi? Des complices. C'est ça. C'est pas de la sympathie. Alors, on peut maintenant passer à l'actualité internationale. Et évidemment, on est nécessairement obligé de parler des suites de l'attaque qui a été lancée par cette fumeuse coalition américano-franco-britannique. L'axe du bien. Oui, prétendument l'axe du bien contre la Syrie il y a une dizaine de jours maintenant. Alors, toutes sortes de nouvelles sortent et on apprend aujourd'hui, et puis c'est une agence de presse chinois, qui s'appelle, c'est comme ça que ça s'appelle, XINHUA, puis ça se prononce chinois. Pas pour rien que le mot chinois existe. Hein? Alors, donc l'agence en question rend public les rapports de suivi effectués par les satellites chinois sur la Méditerranée au moment où les missiles ont été lancés. Et constate que les missiles qui devaient être lancés par les Français et les Britanniques n'ont jamais été lancés. Pourquoi? Semble-t-il qu'il y aurait eu des pannes dans les systèmes. Et la question qui se pose, c'est évidemment, c'est si les Russes ont eu à voir quelque chose avec ces pannes-là, comme ils ont eu à voir dans les pannes qui frappaient soudain des navires qui croisaient dans la mer Noire. Ouais. On se souviendra du fameux... Thomas Cook. Oui, c'est ça. Oui. Ça, c'était le bateau laboratoire technologique, etc. Puis à un moment donné, il est devenu sourd et muet. Donald Cook, pas Thomas Cook. Thomas Cook, c'est l'agence de voyage. Okay. Comment il s'appelait Cook? Donald Cook. Donald Cook, OK. Donald, il est venu aveugle, sourd. Il ne voyait plus rien. Alors il semblerait que les Russes... C'est notre pause pour l'international. On est supposé boire. Oui. Donc, il semblerait que les Russes ont eu quelque chose à voir là-dedans. Évidemment, la question se pose toujours de savoir si il va y avoir d'autres attaques qui vont être lancées. Et la nuit dernière, il y a eu la défense russe en Syrie a dû descendre des drones qui s'approchaient de la base de Khmeimim. Alors, ils ont été identifiés par le fameux S-400. Et puis, ce sont des comment tu les appelles, là, les fameux... les Panzers. C'est des Panzers. Les Panzers, c'est les meilleurs. C'est un véhicule avec des petits missiles puis de la DCA. Puis quand ils rentrent à l'intérieur de 10-15 km, là, c'est efficace. C'est très efficace. C'est très efficace. Alors, ils les ont abattus. Ouais. Et effectivement... Alors, il y a quelqu'un qui a intérêt à l'heure actuelle à créer du trouble. Hein? Après où? Oui, c'est Israël. Ah ouais. OK? Et Israël a une peur bleue que la Russie donne suite à l'intention qu'elle a manifestée d'installer des c'est ça. Des S-300
en Syrie, parce que si les Russes devaient faire ça, ça aurait pour effet de nier aux Israéliens l'accès au ciel syrien et libanais, à partir duquel souvent Israël envoie ses missiles. Pourquoi? Parce que Israël veut se garder le privilège de pouvoir frapper des cibles iraniennes en sol syrien. C'est ça. On s'approche d'un match. On s'approche d'un match. Et ce qui est inquiétant, c'est que à l'heure actuelle, il y a une multiplication des signes d'augmentation de tension. Ouais. Encore aujourd'hui, par exemple, les États-Unis, alors que le consulat russe de Seattle a fermé hier, conformément aux annonces qui ont été effectuées il y a un mois. Les Russes avaient jusqu'au 24 avril pour fermer leur consulat de Seattle. Oui, allez-y, continuez. Moi, je vais juste finir parce que on voit que... Bon, ben laisse-moi terminer. Oui. Alors, les Russes ont donc quitté, mais les Américains, aujourd'hui, même si ce consulat-là est un immeuble qui appartient en propre aux Russes, ont décidé de casser les cadenas puis d'entrer. C'est une effraction. Contrairement à toutes les règles diplomatiques. Alors, on voit qu'il y a une tentative systématique de créer des conditions pour que les Russes réagissent. Et réagissent vivement. Autrement dit, on cherche à les provoquer et les Américains et les Français, les Britanniques sont définitivement à la recherche d'un casus belli. Casus belli, c'est d'une cause de guerre, d'un motif d'aller en guerre. Franchement, là, avec ce qu'on sait maintenant des nouveaux armements russes, il me semble que c'est une position qui est un petit peu téméraire. Bien, écoutez, ils peuvent pas laisser les Russes s'installer comme une puissance de référence, surtout militaire, et puis avec les Chinois qui seraient une puissance financière, et puis que les Russes finissent par se gagner des alliés, et que des alliés comme la Turquie, alors que c'était un joueur clé dans le dispositif de l'OTAN. C'est un territoire stratégique, c'est une base très importante de l'OTAN. Et puis là, la Turquie, on est avec les armements de qualité, là, les S-400 russes, là, et puis pour que les pays puissent se garantir contre les pressions de l'Empire américain, ça lui prend des S-400. Et là, on a la Turquie, qui est un membre de l'OTAN. Qui a acheté les... C'est ça. Et qui veut les avoir et qui sait que le match s'en vient avec les États-Unis parce que la Turquie est rentrée en Syrie et là, il y a les Kurdes qui sont appuyés par les Américains puis les Turcs, ils veulent pas que ces Kurdes-là ils s'installent comme un État à leurs frontières. Ça, c'est sine qua non, c'est existentiel. Donc, ils s'en vont tranquillement vers un détachement de l'OTAN. Et puis, dans le but de se faire livrer les S-400, parce que là, ça va péter avec les Américains. Alors donc là, ils ont, les Turcs, 220 tonnes d'or aux États-Unis, puis là, ils ont valeur de 25 milliards. Je pourrais vous le faire peut-être à 24 aujourd'hui. OK? Donc, 25 milliards. Puis là, ils rapatrier ça des États-Unis en Turquie. Pourquoi? Parce que quand ça va vraiment devenir crunchy, là, bien là, eux autres, il y aurait 25 milliards d'or aux États-Unis. Qui serait immédiatement l'objet d'une confiscation. Ben ouais, c'est ça. Ça fait qu'ils ne veulent pas se mettre dans cette position de vulnérabilité-là. Mais on voit que ce qui se dessine, ils ne font pas ce déplacement-là d'or-là pour le fun, là. Non. L'humeur du matin. Ça donne une indication jusqu'où ils vont aller dans la confrontation avec les États-Unis sur la question kurde. Non, alors, je veux dire, la situation de ce côté-là là, est en train de morpionner, si vous me passez l'expression, considérablement. Et non seulement on s'en va véritablement là
vers un affrontement qui est en train de prendre forme. On ne sait pas où ça va clasher. Ça va clasher. On sait cependant que, et ça c'est peut-être une matière de bonnes nouvelles, c'est que la situation s'est considérablement détendue en Corée du Nord. Et que là, on est à quelques semaines d'une rencontre entre Trump et Kim Jong-un et qu'il y a de bonnes chances qu'il y ait une entente sur la dénucléarisation de la péninsule de Corée. Alors là, ça reste à voir quand même parce qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont des intérêts là-dedans. Par exemple, la Chine a des intérêts là-dedans. Et alors, la question qui se pose pour la Chine, c'est il ne faut quand même pas que les Américains trouvent le moyen d'embarquer dans leur camp Kim Jong-un. Mais non. Hein? Et puis, que d'un seul coup, la Chine se trouve avec un porte-avions, littéralement, installé en Corée sur du territoire solide pour leurs armements pour être utilisés contre la Chine. Les Russes ne sont pas chauds à l'idée non plus, j'imagine. Alors, mais voyez la façon dont le jeu se joue et c'est assez remarquable de voir jusqu'ici comment la détente est arrivée rapidement suite à la participation des athlètes nord-coréens, non pas sous le drapeau coréen de la Corée du Nord, mais sous le drapeau coréen tout court, aux Jeux olympiques. Alors, il y a eu un déblocage assez spectaculaire de ce côté-là. Jusqu'où ça va aller? Est-ce que c'est du théâtre? On ne sait pas. Avec Kim Jong-un, on peut s'attendre à tout. Et avec Trump aussi. Oui, c'est ça. Mais ce qui a fait la différence, c'est que finalement, les Coréens, ils étaient emmenés dans un jeu où on augmentait les mises puis les tensions, alors qu'eux, c'était les jetons sur la table, là, les Coréens du Sud, je parle. C'est ça. OK? Alors, il y a quel intérêt, eux autres, à aller soit se faire massacrer ou soit massacrer leurs frères parce que les Américains ont des intérêts géopolitiques dans le coin. Finalement, là, c'est ça, là. Ça fait que c'est ces deux-là qui se réunissent, pour ça, les jeux. À partir du moment où ces frères-là se rencontrent, etc., ils disent, gars, on n'a pas de problème. L'autre, il arrête de s'exciter, là. C'est ça que c'est. Alors, donc, à la fin, il va voir avec qui il fait affaire, là. C'est des gens qui ont une culture politique très, très profonde. Et puis, ils ont un ancrage sur le thème de leur indépendance qui est extrêmement fort. Extrêmement fort, les Coréens du Nord. Oui. Ils sont prêts à manger des rations, eux autres. Longtemps. Oui, c'est ça. Alors, donc, et ce qui va arriver, c'est que les garants, puis ça, c'est le scénario qui se déroule, c'est le scénario russe, finalement. Oui. C'est ça. Et puis donc, au final, le garant, là, dans ça, c'est Poutine. Poutine, encore une fois. Il est fort, ce Poutine. Poutine. Les Américains se lèvent la nuit pour l'haïr. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a une bonne doctrine, qui est la doctrine souverainiste. C'est ça. Okay? Contrairement au globalisme. Parlant de souverainisme, Macron est aux États-Unis. Et d'abandon de souveraineté. Imagine-toi donc, cet après-midi, il est allé dire à Trump qu'il fallait qu'il abandonne le nationalisme, qu'il renonce au nationalisme, que ça se pouvait pas lancer des attaques contre ses alliés dans le domaine du commerce extérieur. Bref, il a fait la leçon. Et puis, il a aussi dit qu'il fallait absolument que les États-Unis continuent de participer à l'accord nucléaire avec l'Iran. Même s'il est prêt à recommander qu'il prenne une autre forme. Mais évidemment, il n'a pas consulté personne, aucun de ses alliés européens. Il n'a pas non plus consulté les Russes qui sont signataires à de l'entente en question. Certainement pas les Iraniens. OK? Et les Américains, eux-mêmes, Trump, lui, il veut l'abandonner complètement. Alors, on voit là qu'à l'heure actuelle, la France, avec tous les mamours qu'elle fait aux États-Unis depuis quelques années, là, est en train de se retrouver isolée. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, là, c'est du show, un point, c'est tout. Bien, ce qu'on voit, c'est que
s'il est accueilli comme ça, c'est parce que vraiment, le poodle français, c'est ça que c'est devenu la France. Ben oui. C'est un poodle, OK, qui vient là licher les bottes. Pendant ce temps-là, on a depuis un bon moment des attaques contre les intérêts français de la part des Américains. Et on a eu un exemple avec l'attaque contre la Banque Paribas. Hein? Oui. On se souvient que les Américains, ils ont... au moment où Jay a pris le contrôle d'Alstom aussi. Ah oui, c'est ça. Ben là, il y avait un des directeurs d'Alstom en prison aux États-Unis pour dire il y a quelque chose de louche qui s'est passé, mais on va là, il faut lâcher le morceau parce que lui, il va finir ses jours ici. Le grosso modo, c'est une prise d'otage, OK? Voilà. Alors donc, c'est de la prédation. C'est ça que c'est. Et là, la dernière attaque en date, elle est ici. Vincent Bolloré, vous connaissez un grand milliardaire français. C'est ça, mais pas c'est un joueur qui est très important pour l'État français en Afrique. Et puis, pourquoi? Parce qu'il est en contrôle de 16 terminaux conteneurs qui est opéré par le groupe. Et puis, il y en a 2 qui auraient été acquis, et là, il y aurait eu des irrégularités, etc. Mais qui révèle ça? Puis là, la police, la justice française, il était sur le territoire français. C'était un Français, un citoyen français. Ils l'ont pris, un milliardaire. Il contrôle ces cartes-là en Afrique, là, pour l'intérêt français. Là. On comprend que... C'est dans l'intérêt... D'ailleurs, de toute façon... Ils disent qu'il aurait prêté de l'argent à quelqu'un qui a fait la campagne électorale d'un président qui a été élu, puis de là, il y aurait eu ça, etc. C'est de la connerie. OK? Ce que c'est une attaque du NSA, parce que les NSA, le National Security Agency, qui siphonne les informations partout, là, OK? Eux autres sont en mesure de siphonner que, un tel dans telle compagnie, etc., qui sont ciblés. Là, ils ont une équipe, puis là, ils cherchent la bébite, puis là, ils trouvent la bébite, puis là, justice française, Bolloré, là, la justice est obligée d'agir. D'intervenir. C'est ça. Et l'État français, la police... La justice, ça devient un peu comme... réquisitionné par les intérêts américains. C'est ça. C'est comme exactement la police de Vichy. Tout à fait. C'est ça que c'est. Alors, finalement, l'État français est en train de devenir... C'est ça. Puis lui, pendant ce temps-là, il liche les bottes des Américains, puis il fait la belle devant le Congrès. Puis je parle anglais, puis c'est extraordinaire. C'est épouvantable ce qu'on est en train de dire là, mais la France est devenue un État collabo. Comme elle l'a été pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus un État. C'est plus un État. C'est un département. Il s'est abandonné. Cet État s'est vendu. Ils ont abandonné leur souveraineté, OK, dans le cadre d'un fédéralisme européen, lequel fédéralisme est une matrice contrôlée par les États-Unis. Oui. Voilà, c'est tout. C'est ça. Alors, ça fait un résultat... qui est assez triste pour la France, qui est en train de perdre toute sa spécificité, toute son identité, y compris sa langue, d'ailleurs, parce qu'elle la maltraite d'une façon incroyable. Aucun respect. OK? Ça va de pair. C'est dans la suite des choses. Et pendant ce temps-là, également, évidemment, les États-Unis, eux, profitent pour renforcer leur propre position en Afrique. D'ailleurs, en Afrique, ils sont confrontés... avec les Chinois. Avec les Chinois, là. Et il y a une grosse bataille qui va se livrer de ce côté-là. Et ensuite, il faut comprendre que les États-Unis, à l'heure actuelle, sont en train parce qu'ils se sont fait contester leur... hégémonie sur l'Amérique. Tu te souviens de la doctrine de Monroe, là? Ouais. Le président James Monroe des années 1800 qui avait dit l'Amérique aux Américains. Hein? Ouais. OK? Alors, depuis ce temps-là, les États-Unis régnaient comme en seigneur et maître sur toute l'Amérique du Sud. On a vu les effets que leurs interventions ont eu au fil des années. Et là, d'un seul coup, ils sont en train d'essayer de reprendre le contrôle. Bon, on a vu du Venezuela, ça c'est clair. Ils vont, avec l'arrivée d'un nouveau président à Cuba, ils vont tenter de reprendre place à Cuba également. Mais ce qui est très, très important ces jours-ci, c'est qu'ils tentent de renverser le régime de Daniel Ortega au Nicaragua.
et avec des grosses manifestations populaires. On va voir de quelle façon... Déstabilisant, puis des taux des morts. Comment? Taux des morts. Quand ils font ces révolutions-là de couleur, là, Ouais. il y a des tireurs qui tirent, des tireurs d'élite, là, qui sont là juste pour ça, là, puis ils tirent sur les deux côtés. Oui. Pour De façon à envenimer Ben oui, la situation. on allume le feu. C'est ça. Alors, la même chose s'est produite, on s'en souviendra, en Ukraine. Ben oui, exact. OK? Et puis, elle s'est également reproduite à Odessa quand il y a eu une... C'est la même affaire qu'il y a eu en Libye. c'est ça. Et puis, il y a eu aussi la même chose en Syrie. Voilà. OK? C'est toujours le même pattern. Voilà. Alors, et puis, autre développement, ces jours derniers, il semblerait qu'il y ait une autre crise qui soit en train d'éclater, cette fois-ci en Arménie. Et il faut savoir que le président, premier ministre qui était là, a démissionné de son poste après une dizaine de jours d'émeutes. Encore une fois, des émeutes dont on soupçonne l'origine. Et encore une fois, pour amener un changement de régime avec un régime qui serait plus aligné sur les positions américaines. Bref. Alors, tu sais, ça joue très, très dur en ce moment. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que jamais, en tout cas de ma mémoire à moi, des événements dont j'ai été témoin au cours des 50 dernières années, jamais les États-Unis s'en sont-ils pris directement, aussi crûment à la souveraineté des États? Bien, parce qu'avant, ça avançait, là, avec le soft power, hein, Ouais. La culture, les affaires, etc. Et puis les communications. Mais à un moment donné, ils ont mené une politique, en réalité, qui n'est pas leur politique à eux. Là. À un moment donné, à partir du moment où le mur de Berlin est tombé, puis l'URSS a implosé, là, ils se sont vus se déployer complètement sur la planète. Et ceux qui avaient ces visions-là, globalistes, totales, mur à mur, là, full dominance spectrum dans tous les spectres, là, c'est les néocons alliés avec des noyaux sionistes. Là. Bon, mais eux autres, on dit, regarde, le chemin est ouvert, allons-y. Et puis c'est là qu'ils commencent à tomber les pays comme l'Irak, la Libye, etc. Ils sont tous dans le collimateur jusqu'à l'Iran. Tous ceux qui peuvent s'opposer... Il y a eu, il y a quelques années, on se souviendra, là, le fameux printemps arabe, là, où il y avait des révolutions comme ça qui éclataient en Tunisie, en Égypte... un peu partout, là. Ben, quand ils ont vu qui arrivait au pouvoir, donc, OK, c'est pas... Alors, voilà la situation cette semaine. On s'excuse, évidemment, encore une fois, pour le petit retard au départ. Et on vous signale aussi que vous pourrez reprendre l'émission en différé sur YouTube d'ici, quoi, André, 1 heure, tout au plus? Et en balado-diffusion également. Alors, si vous avez manqué quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le rattraper. On vous remercie. On vous rappelle que c'était l'édition du 25 avril 2018 de Point de bascule, votre magazine d'information préféré, Jean-Claude. J'aime toujours le rappeler, parce que toi, t'en doutes. Ouais. Mais on commence à avoir des preuves qu'effectivement, vous appréciez bien... Point de bascule. C'est ça. Si vous avez une chance, parce que vous allez voir, c'est pas une loi compliquée du tout. Là. Oui, la loi 99. La loi 99, OK? Loi 99 l'an 2000. Gouvernement du Québec, loi 99 l'an 2000, OK? Faites ça. Sur Google. C'est ça. Vous allez voir la loi apparaître. C'est 15 articles. C'est pas long. C'est tous des petits articles courts, mais là, vous êtes dans le principe d'unité politique de l'État et du peuple québécois. Et puis voilà. Et c'est le fondement de tout. Et si on doit se relancer, c'est à partir de là qu'on va le faire, à partir de la loi 99 qui vient de, on peut dire... qu'on se le dise. Qu'on se le dise, validé par le tribunal. Et pour le moment, il n'y a pas de contestation.
Voilà. Alors, bien, bonne semaine à tous et puis au plaisir de vous revoir.